Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique. Comment observer, analyser et transformer l'éducation par la science ? La recherche en éducation ne se limite pas à une seule manière de penser ou de produire des données, nous l'avons vu aujourd'hui. Elle s'appuie au contraire sur une grande diversité de méthodologies. Et dans cette nouvelle émission de Faire entendre sa voix, la web radio de l'équipe ICT d'Empirique, nous vous proposons un voyage au cœur de ces méthodes pour mieux comprendre comment elles éclairent les pratiques éducatives et les politiques scolaires. Je suis Perrine Martin, maître de conférence stagiaire à l'INSPE d'Aix-Marseille Université, membre du laboratoire ADEF et co-responsable de l'équipe pilote ICT. Bonjour, je suis Julien Garric, maître de conférence à l'INSPE d'Aix-Marseille Université, membre du laboratoire IREMAM et responsable avec Perrine de l'équipe ICT du pôle pilote empirique. Pour recontextualiser un petit peu notre démarche, pour nous présenter un peu plus rapidement, mes travaux interrogent la place du numérique dans l'éducation. J'ai par exemple abordé la question de la place de la culture numérique des adolescents, de l'inclusivité des dispositifs numériques en éducation ou encore des effets de l'enseignement à distance en période de pandémie. Et pour ma part, je travaille sur l'exercice de la punition, son impact dans les collèges de l'éducation prioritaire renforcée, sur l'expérience scolaire des élèves et du personnel. Et mes travaux portent aussi sur l'application dans l'enseignement secondaire du principe de laïcité. Plus récemment, nos recherches communes portent plus spécifiquement sur la manière dont les jeunes construisent leurs convictions et exercent leur esprit critique à travers les réseaux sociaux. Et nous développons actuellement des travaux autour de sujets sensibles comme la laïcité et la citoyenneté en contexte numérique. Au sein de l'équipe ICT, nous nous intéressons à un enjeu majeur, la citoyenneté à l'ère numérique. Nos travaux portent sur les usages des réseaux sociaux par les jeunes, sur la manière dont ils s'informent, échangent et débattent, mais aussi sur des thèmes sensibles contre la laïcité, la pluralité des convictions et l'engagement démocratique en ligne. Donc notre objectif est double, mieux comprendre comment les jeunes construisent leur rapport à l'information et à la citoyenneté dans les espaces numériques et proposer également des pistes concrètes pour les accompagner à l'école et en dehors. Et aujourd'hui, pour évoquer la question des méthodes, nous accueillons d'abord à Carry-le-Rouet des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, Sophia, Sophie et Raphaël, qui vont nous parler des expériences qu'ils ont menées ou qu'ils mènent dans le cadre de leur doctorat. Et c'est Lisa Sanchez qui, ingénieure de recherche et chargée pour Empirique des transferts de la recherche-formation, qui animera cette première discussion. Lisa. Raphaël Godefroy, bonjour. Tu es actuellement doctorant au laboratoire Mésopolis, titulaire d'un master de sciences politiques à Sciences Po Aix. Est-ce que tu peux nous présenter les travaux que tu mènes dans le cadre de ta thèse ? Bonjour Lisa, merci beaucoup. Alors moi je travaille donc en sciences politiques sur la question de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet de refondation des temps de l'enfant qui est à Marseille. J'interroge la question de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre scolaire, mais aussi péri-extrascolaire. Merci beaucoup, Raphaël. Sophia Goldina, tu fais ta thèse en codirection au labo du CRPN et ADEF. Tu as fait ton master sciences cognitives à l'ENS à Paris-Cité et actuellement, tu es en contrat doctoral avec Empirique. Et tes recherches portent sur le tutorat entre pairs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ma thèse étudie si la méthode de tutorat entre pairs, donc une méthode où les enfants qui sont les élèves dans la classe qui sont plus âgés ou plus compétents que d'autres aident aux autres élèves à comprendre mieux le matériel. J'étudie si
si le tutorat entre pairs est efficace dans l'amélioration des apprentissages fondamentaux, donc des mathématiques et du français au CM1. Super, merci beaucoup. Sophie Restois, donc toi tu es titulaire d'un master d'éthologie fondamentale et comparée de l'université Sorbonne Paris-Nord et tu es actuellement également en contrat doctoral pour Empirique. Tu t'intéresses à l'écrit, me semble-t-il. Bonjour, alors moi je m'intéresse plutôt à la lecture. Donc les deux capacités sont liées, mais je m'intéresse en particulier au premier stade de l'acquisition de la lecture, quand les enfants apprennent à associer les sons de la parole aux symboles du système alphabétique pour déchiffrer les mots. Donc j'essaye de mieux comprendre quels sont les liens développementaux qui existent chez les enfants à cette période-là, donc vers l'âge de 6 ans. Pour ça, j'évalue plusieurs capacités cognitives comme l'attention, la mémoire, l'inhibition cognitive. Et j'essaye de voir comment le développement de ces capacités peut être lié à leur niveau de lecture. C'est super, vos sujets sont super intéressants, mais parlons un petit peu méthodologie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle méthodologie vous utilisez? Par exemple, Sophia? Oui, bien sûr. Mon étude utilise la méthodologie qui s'appelle l'essai randomisé contrôlé. Cette méthodologie devient de plus en plus le standard dans la recherche en éducation. Et cette méthodologie consiste à déterminer donc dans la population totale, la population cible qui serait d'intérêt pour l'étude. Ensuite, identifier les bénévoles dans cette population cible et randomiser les bénévoles dans soit le groupe qui reçoit le traitement, soit le groupe témoin ou le groupe contrôle. Voilà. Sophie? Dans le cadre de ma thèse, on mène une étude fondamentale comportementale dans laquelle on déduit ce qui se passe dans le cerveau à partir de mesures du comportement des enfants. Donc, par exemple, pour mesurer le niveau d'attention des enfants, je leur présente un jeu où ils doivent entourer un nombre de cibles parmi les distracteurs et puis le plus vite possible. Donc, chaque capacité étudiée est évaluée par un test sur papier ou sur ordinateur et on obtient alors des mesures comme des taux de bonne réponse ou des temps de réponse qui nous permettent de tirer des conclusions après. Raphaël? Pardon. Ce qui est mis en place pour l'instant dans mon enquête, mais qui n'a pas vocation du coup à être l'unique méthodologie, c'est surtout une méthodologie ethnographique, donc qui repose beaucoup sur des observations participantes dans l'école, dans les cours d'école, donc dans les espaces un peu périphériques à la classe elle-même, qui ensuite est complétée par une campagne d'entretien. Donc que ce soit avec les adultes qui encadrent, mais aussi avec les enfants, je pense qu'on pourra en reparler. Et ce sont des entretiens qui ont pour but de compléter ces données avec des informations de parcours, des informations biographiques, mais aussi de pouvoir recueillir de la part des enquêtés des ressentis, des explications sur les pratiques qui sont observées. Et quelles sont les difficultés méthodologiques que vous avez pu rencontrer? Sophie? Dans ces mesures, ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, c'est que, par exemple, moi je travaille avec des enfants, donc ils peuvent être un peu déconcentrés par l'environnement qu'il y a autour. Ou alors, parfois, nos tests peuvent aussi être impactés par plusieurs capacités. Donc, si on a un test sur l'ordinateur, parfois, les capacités motrices peuvent impacter le fait de répondre sur des claviers de réponse, etc. Donc, ça peut être un biais. Il y a différents enjeux qui peuvent se présenter comme difficultés dans l'essai randomisé contrôlé. Tout d'abord, nous avons le point d'éthique. L'essai randomisé contrôlé veut forcément dire qu'une partie des bénévoles ne vont pas recevoir le traitement. Donc, nous avons un problème il y a un risque que certaines personnes disent non à la participation à l'étude parce qu'ils n'ont pas envie de ne pas recevoir le traitement. Et ensuite, il existe aussi des difficultés par rapport à l'adhérence. Par exemple, nous pouvons avoir une situation où certaines personnes dans le groupe traitement ne vont pas être traitées, alors qu'il se peut aussi que dans le groupe qui n'est pas censé être traité, il y a des participants qui vont trouver un moyen de recevoir le traitement. Donc ça fausse les données. Et bien sûr, il y a aussi le problème de l'attrition. Donc, si l'étude s'étale sur une certaine longueur de temps, certains participants peuvent quitter l'étude et encore une fois, ça peut fausser les données. Sur la question des difficultés, en sachant qu'on n'a que 15 minutes, déjà, je dirais que comme une thèse, c'est quand même un processus, c'est quelque chose qui est en mouvement, voire mouvementé,
et que les méthodologies cherchent à s'accorder à un cadre théorique, à des hypothèses qui sont fluctuantes. Donc il y a toujours, en tout cas dans mon cas, toujours des choses qui sont plus adaptées et qu'il faut constamment mettre à niveau. Et puis de manière très concrète, effectivement, après sur le terrain, on rencontre parfois des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas en amont. Par exemple, je disais que l'année dernière, j'ai essayé de mener une petite campagne d'entretien auprès d'enfants d'école élémentaire. Et je cherchais à les interroger sur ce qu'évoquaient pour eux des mots comme citoyenneté, comme politique, comme environnement. Évidemment, la difficulté, c'est que pour beaucoup, ça n'évoque pas grand-chose. Donc, il faut trouver un phrasé de questions qui, à la fois, est compréhensible et en même temps, nous permettait, en tout cas, moi, c'était ce qui m'intéressait, de comprendre ce que mettent les enfants derrière les catégories adultes. Donc, voilà, gros enjeu. Je comprends parfaitement. Est-ce que vous auriez des choix méthodologiques qui ont particulièrement bien fonctionné pour vous et que vous aimeriez nous partager ? Personne n'a des choix méthodologiques qui ont bien fonctionné pour vous ? C'est pas grave. Si ? Alors, c'est pas vraiment un choix méthodologique, mais je trouve qu'on a quand même ce qui est vraiment le must. C'est quand même le luxe d'essayer d'aller à tâtons. Et typiquement, pour l'exemple que je venais d'évoquer, sur les entretiens avec une ingénieure de recherche du laboratoire, Anne Tricot, on a pu faire différentes campagnes, différents essais, reformuler des mots, comprendre pourquoi certaines catégories ne donnent pas beaucoup de réception. Voilà. Super. Et si vous deviez expérimenter d'autres démarches méthodologiques, ou pas forcément maintenant pendant votre thèse, mais plus tard, lesquelles vous aimeriez essayer ? Sophia ? Je pense que ce qui m'intéresserait beaucoup d'essayer dans le cadre de la recherche en éducation, ce serait peut-être des méthodes plus qualitatives, parce que j'ai jamais fait ça avant. Il me semble que ça peut être très pertinent de en plus de juste voir si telle ou telle intervention est efficace ou pas, de concrètement parler aux enseignants, de faire des entretiens avec eux pour voir quels sont les enjeux, les difficultés et comment en fait, ils arrivent à l'implémenter. Voilà. Moi, le but de ma thèse est de voir si on peut identifier de nouveaux prédicteurs du niveau de lecture. Donc, à partir de nos résultats, on souhaite ensuite construire un entraînement des différentes capacités liées à la lecture dans le but de faciliter cet apprentissage. Donc, pour vérifier ensuite son effet, nous devrons mettre en place une étude interventionnelle pour tester son efficacité directement dans les écoles. Donc, la démarche méthodologique sera différente, même si les données quantitatives récoltées seront les mêmes. Je pense que je vais être amené à un moment à me confronter à une analyse de corpus textuels, qui sont des corpus que je commence déjà à récolter, notamment des albums pour enfants qui ont trait donc aux questions que j'étudie de citoyenneté et dont il va bien falloir faire quelque chose un jour. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments qui sont, ma foi, très passionnants. Et tout ça témoigne vraiment de la richesse et la diversité de vos approches méthodologiques et même de ce que vous voulez faire plus tard et de votre futur en jeune chercheur de l'éducation. Pour approfondir ces réflexions, nous retrouvons Perrine et Julien qui accueillent Vincent Gros-Stéphan, Olivier Wors et Johannes Ziegler. Vincent, Olivier et Johannes, bonjour. Merci d'avoir accepté tous les trois de participer à cette émission pour débattre des différentes méthodologies que vous mobilisez dans vos recherches. Alors Vincent Gros-Stéphan, tu es professeur des universités à l'INSPE d'Aix-Marseille Université, responsable de la mention 1, chercheur au LEST. Tes enseignements s'ancrent très fortement dans tes travaux de recherche, tout particulièrement dans ceux relatifs aux interventions formatives auprès des collectifs et institutions de travail. Tes recherches portent sur les conditions de possibilité du développement de l'activité, au travail et en formation,
à partir du cadre de la théorie historico-culturelle de l'activité. Pour commencer, pourrais-tu nous expliquer tes choix méthodologiques dans tes projets empiriques et pourquoi tu as fait ces choix? Merci Julien. Alors, expliquer mes choix méthodologiques suppose d'abord de préciser que je suis dans 3 projets empiriques différents, 2 équipes pilotes, donc Défi qui sera présenté mercredi matin et Forco qui sera lui aussi présenté mercredi matin, et dans lequel nous mobilisons des multiméthodes, pour faire référence à ce que disait Olivier tout à l'heure, selon une logique, si j'ai bien écouté ce que tu as dit, plutôt de triangulation, type triangulation pour faire le lien avec ce que tu présentais. Et le 3e projet, celui sur lequel j'ai plutôt m'exprimer, c'est un projet EAFC empirique, donc qui est très en lien évidemment avec ce que tu as évoqué tout à l'heure sur mes objets de recherche, et qui s'inscrit dans l'action 2, donc coopération, recherche terrain. Et donc le fait qu'il se situe dans ce type d'action a une influence importante sur les aspects méthodologiques. Et donc c'est un projet qui s'appelle Développement d'un dispositif de formation initiale des enseignants et analyse de ses effets sur la professionnalité. Alors je vais donc dire 2 mots plutôt sur ce projet plus emblématique des méthodologies que je mobilise. Alors le volet que je pilote dans ce projet porte sur le développement de l'activité collective de conception, de mise en œuvre et d'évaluation d'un dispositif de formation initiale relatif aux compétences transversales d'enseignants débutants et sur le développement des acteurs qui sont impliqués dans ce travail de conception, de mise en œuvre et d'évaluation du dispositif de formation initiale, c'est-à-dire des chefs d'établissement, des formatrices, etc. Et la méthodologie qualitative et interventionniste vise, à partir d'un dispositif qui s'appelle Laboratoire du changement, à soutenir des efforts du collectif intermédiaire interinstitution pour analyser et reconcevoir un nouveau système d'activité. Et donc, en tant que chercheur, avec ces conséquences méthodologiques, on a 2 rôles. Le premier consiste à fournir aux professionnels les outils conceptuels et méthodologiques pour leur permettre de réaliser eux-mêmes les analyses et reconcevoir leur propre système d'activité. On s'inscrit donc explicitement dans une perspective d'émancipation des acteurs. Et le second rôle consiste, à partir de l'analyse des échanges lors du laboratoire du changement et des transformations du système d'activité, à identifier la mobilisation et le développement de ce qu'on appelle l'agentivité transformative collective. Voilà. De ce point de vue-là, on s'attaque à des contradictions qui sont inhérentes et externes au système concerné, dans une approche dialectique et non causaliste. Donc, là, il y a peut-être des discussions effectivement à avoir sur nos épistémologies. Et je donnais rapidement un exemple de contradiction majeure au sein de l'école, qui est évoqué par Engelström, c'est celle entre la valeur d'usage et la valeur d'échange des savoirs scolaires. Et la valeur d'usage renvoie au potentiel des savoirs à permettre une meilleure compréhension du monde et à intervenir dans ce monde. La valeur d'échange des savoirs renvoie au fait que l'acquisition des savoirs est finalisée par le passage en classe supérieure, par l'obtention d'un diplôme ou d'une valeur reconnue sur Parcoursup ou mon master, ou facilement monnayable sur le marché du travail. Et donc notre intervention dans ces dispositifs revendique donc à la fois de s'attaquer à des enjeux éthiques et politiques, en termes d'émancipation des acteurs au service d'enjeux comme la lutte contre les inégalités. Et de ce point de vue-là, notre méthodologie s'inscrit donc dans une ontologie qui consiste à considérer que le monde dans lequel les acteurs agissent n'est pas un donné, un déjà là, dans lequel il suffirait de s'adapter, mais dans une épistémologie dialectique donc, qui explique ces options interventionnistes assumées qui sont héritées d'une tradition issue, pour le faire court, des travaux de Vygotsky et de ses collaborateurs. Merci Vincent pour ces éclairages. Alors Johannes, tu es directeur de recherche au CNRS, tu diriges l'Institut de Convergence, tu présides le conseil scientifique interne au pôle empirique et tu es membre du conseil scientifique de l'éducation nationale. Tu as consacré ces 20 dernières années à l'étude de l'apprentissage de la lecture, la dyslexie et la modélisation computationnelle de la lecture. Pourrais-tu caractériser les spécificités de ton approche méthodologique ? Oui, bon, déjà bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc moi, je suis plutôt un expérimentaliste dans le domaine des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, de la psychologie expérimentale. Donc, comme tu viens de le dire, j'ai beaucoup travaillé sur l'apprentissage de la lecture, les mécanismes d'apprentissage de la lecture dans différentes langues, beaucoup la dyslexie. Donc, on a essayé de comprendre quels sont les déficits cognitifs ou sensoriels, par exemple, de la dyslexie du développement. Donc, à quoi ça consiste ? Ça consiste à faire beaucoup d'expérimentations. En fait, j'ai passé ma vie de chercheur à faire des petites expérimentations sur tel et tel facteur qui peut avoir un rôle dans l'apprentissage de la lecture, comme le rôle fondamental du décodage dans toutes les langues alphabétiques. Ou sur la dyslexie, on regarde les différentes théories qui sont proposées et on teste quels sont le déficit temporel, le déficit
visio-spatial, l'effet sigma-cellulaire, etc. Et donc, sur la base de ces connaissances de 20 ans, 30 ans de recherche, j'ai passé un peu à autre chose. Donc, j'avais envie de faire des recherches interventionnelles, donc d'appliquer ces connaissances, de faire un transfert de ce qu'on sait, et donc du coup de passer vraiment sur des recherches interventionnelles, que ce soit en clinique, donc pour les enfants dyslexiques par exemple, ou dans le domaine de l'école, donc notamment l'apprentissage de la lecture, notamment pour les enfants en difficulté. Et donc du coup, forcément, on a beaucoup développé sur la base de ces connaissances scientifiques des outils, des protocoles, des méthodes, donc appuyés, donc basés sur les données probantes ou evidence-based. Et bien évidemment, une fois on a ces outils, on doit les évaluer, on doit connaître l'efficacité, on doit connaître la taille d'effet qu'ils produisent, on doit connaître la taille d'effet pour savoir s'ils sont pertinents en classe, parce qu'on peut avoir des effets significatifs d'une intervention qui produit en réalité sur le terrain un très faible effet, donc du coup ça ne peut pas changer l'apprentissage des élèves. Et donc, pour tester souvent les outils, protocoles de rémédiation, on a besoin d'une méthodologie qu'on appelle souvent randomisée, contrôlée, mais au moins avec un groupe contrôle, avec des pré-tests, avec des post-tests, on met en place une intervention, on réfléchit sur quel est le groupe contrôle nécessaire. Est-ce que c'est un groupe qui est en attente? Est-ce que c'est un groupe qui va faire un autre entraînement? Donc, groupe contrôle actif. Souvent, on fait des protocoles randomisés simplement pour éviter des biais de sélection. Et on travaille beaucoup, évidemment, sur les mesures, pré-test, post-test, qui soient fiables. Souvent, c'est des mesures quantitatives, mais pas que. Donc, il y a également des mesures qualitatives qui sont mises en place. On en parlera peut-être après. Donc, forcément, du coup, aujourd'hui, je m'intéresse vraiment au transfert des connaissances scientifiques sur le terrain, où les cabinets, ou les centres de référence, ou les domiciles des parents. Et donc la méthodologie, essentiellement pour prouver l'efficacité, est celle d'une expérimentation, souvent randomisée ou contrôlée avec des tests quantitatifs. Merci Johannes pour ces précisions. Et nous accueillons enfin Olivier Worth. Olivier, tu es maître de conférence HDR à l'INSPE d'Aix-Marseille Université et ton activité de recherche se déroule au sein de l'Institut des sciences du mouvement, qui est un laboratoire pluridisciplinaire en sciences du sport. Tes recherches s'inscrivent dans le champ des sciences de l'intervention à l'interface entre les STAPS et les sciences de l'éducation, dans le contexte de classes difficiles de PS, appartenant aux politiques d'éducation prioritaire renforcée, compensatoire, dans lesquelles tu t'inscris. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été tes choix méthodologiques dans ces projets de recherche? Alors, merci déjà pour cette invitation et bravo pour ce format assez court et péchu de Web Radio. Mes choix méthodologiques, c'est basé sur ce qui me semble être les richesses en lien avec les approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires. Parce que finalement, avec une seule approche, un seul objet, on ne peut pas, du même objet, on peut apporter une vision qui peut paraître partielle. Et chacune des approches, comme elles ont très bien été développées préalablement, avec un ancrage d'un côté hypothético-déductif et de l'autre côté inductif ou alors dialectique, ont leur caisse de résonance ou leur spécialisation en termes de produits de la recherche. Et ce qui m'est apparu intéressant dans les travaux que j'ai menés, c'est justement de travailler avec des partenaires de recherche qui amenaient à voir autrement un même objet et à décaler des focales, voire à ajuster des focales en fonction des résultats obtenus. Donc c'est pour ça, et dans cette lignée, que je me focalise maintenant sur la réflexion sur les multiméthodes pour justement enrichir la production de résultats sur un objet de recherche. Merci Olivier. Une question alors à tous les trois. Très rapidement, quelles seraient vos limites sur vos propres recherches, en 2-3 mots? Les limites, il n'y en a pas. Si, les limites, dans ce que je viens d'expliquer, nous, c'est le temps.
c'est l'argent. Le temps, parce que quand on teste maintenant avec des randomisés contrôlés dans les classes, donc on est face à des gros échantillons, on est face à des durées importantes. Un protocole d'intervention, par exemple, qu'on mène actuellement, c'est 400 patients randomisés contrôlés avec à 5 bras, donc 2 groupes contrôle, 3 groupes d'intervention. Donc ça nécessite énormément de temps, énormément d'argent, de persévérance. Donc c'est une limite fondamentale et on peut lancer qu'un certain nombre d'études parce que comme c'est très lourd, c'est très coûteux. Donc c'est beaucoup plus simple de faire des petites expérimentations sur des étudiants pour comprendre quel est le rôle, je sais pas, la fréquence des mots, où on travaille avec 20 étudiants et on les met dans... Donc la nature de la recherche fait que c'est extrêmement contraignant. Donc le temps passe vite et on est limité par la capacité aussi des ressources disponibles, les équipes de recherche, les financements dont on a besoin pour aller au bout. Après, sur les outils, parfois des compétences techniques, la complexité. Quand on fait le transfert, tout ce qui concerne après la valorisation, il ne suffit pas de développer et tester. Après, si vous les diffusez, il y a des problèmes de propriété intellectuelle. Quand vous êtes avec beaucoup de partenaires, ça devient très chronophage. Après, nos tutelles qui ont aussi qui nous aident beaucoup, mais qui nous contraignent aussi. Donc, on n'est pas totalement libre de diffuser ce qu'on veut. Tout ce qu'on développe, on le développe dans le contexte de notre cadre de travail. Donc tout ça, ça rajoute après, une fois que vous avez réussi, par exemple, à démontrer qu'un protocole marche et vous le diffusez, il y a tout un autre métier et là, on est très limité. Nous, chercheurs, on n'est pas du tout ni formés, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'est parfois pas très bien accompagnés. On nous met des bâtons dans les roues dès qu'il y a potentiellement un enjeu sur les outils qui peuvent transformer l'éducation ou la prise en charge en clinique. Donc il y a quand même pas mal de limites. Ouais, moi je pense que je rattacherai, et je rejoins ce que dit Joe, là, je pense que la question du temps est une question fondamentale, mais je rattacherai notamment à l'importance que je vois dans la nécessité de côtoyer des traditions épistémologiques différentes et qui permettent de questionner ces pratiques. Mais je n'ai pas l'impression que cela a été véritablement le cas dans les 3 projets auxquels je participe. Je pense que les frontières restent présentes et les franchissements de frontières sont assez rares. Alors même que je suis persuadé, pour l'avoir vécu dans d'autres projets de recherche interdisciplinaires, que ces franchissements constituent de vraies potentialités de développement de notre travail de recherche. Et je trouve que c'est dommage. Alors, je pense que c'est en grande partie lié aux conditions d'exercice du travail de chercheur. Alors, beaucoup d'entre nous ont d'importantes responsabilités de formation, sont amenés à devoir faire des heures complémentaires d'enseignement pour que les maquettes soient respectées. Et le temps limité que l'on peut consacrer finalement à l'activité de recherche nous incite à aller vers ce que nous connaissons déjà et à ne pas prendre trop de risques. Et si on ajoute à cela la structuration du champ universitaire et des carrières, on voit bien qu'il vaut mieux publier dans sa section, dans son champ, que de s'ouvrir à d'autres champs. Tu évoquais tout à l'heure des refus de publication qui nous amènent à raffiner des aspects qui nous sont propres sans pouvoir s'ouvrir véritablement. Donc je pense que c'est une des grandes contradictions de notre système qui nous dit travailler à l'interdisciplinarité, mais qui continue à valoriser des formes de recherche au détriment d'autres, à inciter, par le jeu des critères d'avancement de carrière, à privilégier son travail dans son champ et certaines approches qui sont valorisées à un moment donné. Donc je pense que c'est une des limites principales. J'en ai cité plusieurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup de limites effectivement à ce travail-là. Alors je partage complètement ce qui a été évoqué préalablement et je vais répondre d'un point de vue interdisciplinaire. Quelles sont les limites? Et il y a 2 gros points sur lesquels je voulais revenir. La première, c'est en lien avec les contradictions de notre métier, les contradictions de nos instances d'évaluation ou des critères d'évaluation qu'on a, où on nous demande d'être des spécialistes de notre domaine et donc monodisciplinaires presque, et de publier le plus haut possible dans nos domaines. Je ne vais pas développer. Après, il y a les types de revues qui ont des nombres de caractères limités, qui ne permettent pas de développer juste des aspects méthodologiques et qui ne permettent pas de déployer la complexité de la pluridisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. Deuxième limite, c'est les difficultés de compréhension mutuelle. Presque, je prendrai une image de
c'est comme si c'est deux tribus qui se rencontraient et ils ont des us et coutumes différentes et des langages différents. Et dans les us et coutumes, ça a été évoqué préalablement, hein. C'est des manières d'administrer la preuve qui ne sont pas les mêmes et qui a tendance à nous faire juger, hein, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais nous faire juger que moi, ma méthode, c'est je pars d'hypothèses de départ, puis après que je vais valider dans du randomisé contrôlé. Donc, ça me paraît vraiment étranger de voir un autre mode de fonctionnement qui dit non, mais je vais voir sur le terrain, je vais voir ce qui émerge du terrain en termes de typicalité, de fonctionnement. Donc, déjà, au niveau structurel. Ensuite, au niveau, ce que j'ai appelé la langue, hein, on ne parle pas la même langue, c'est juste des vocabulaires, hein, qui créent du bruit dans l'interaction entre chercheurs, parce que on ne se comprend pas forcément. Et donc ça, c'est une grosse limite sur lequel il faut travailler, et ça passe par une nécessité d'échange, d'écoute mutuelle, de circonscrire ce qu'on est capable de faire. Et ce temps, comme le disait Vincent, on n'en dispose pas forcément dans les projets. Mais pour conclure, hein, parce que le côté limite, ça peut montrer une vision fataliste de cette recherche interdisciplinaire, hein. Une fois qu'on a dépassé ces obstacles, ou une fois qu'on les connaît, hein, il y a un enrichissement mutuel qui est vraiment très fécond, hein. Moi, j'ai la chance de faire des co-directions avec des personnes formidables. Et il me semble que ça produit des résultats novateurs et inédits. Mais aussi, moi, en tant que chercheur, on passe souvent de résultats comme si c'était à l'extérieur du chercheur, mais le chercheur se développe. Et je trouve que dans l'interdisciplinarité, il y a un développement professionnel de l'enseignant-chercheur qui est catalysé. Alors, merci Olivier. Tu réponds en partie en fait à la question suivante, mais vous pourriez nous éclairer là-dessus. Tous les trois, en tant que chercheurs, dans votre expérience, dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà rencontré, est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans des espaces de partage des pratiques méthodologiques? Jo? Oui, forcément. Les sciences cognitives sont extrêmement interdisciplinaires et aujourd'hui sont travaillées avec d'autres disciplines dont ça dépend un peu des domaines, mais vous faites par exemple les bases, même les bases cérébrales de l'apprentissage de la lecture ou de la dyslexie. Vous êtes obligé de travailler avec des ingénieurs, des mathématiciens, des linguistes pour construire vos épreuves, pour comprendre la nature du stimulus. Vous travaillez sur des textes, donc des psycholinguistes. Donc, oui, donc on est obligé d'être dans le partage méthodologique sans arrêt. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est de fait, on est dans les sciences d'éducation en plus, et dès qu'on s'intéresse à des questions complexes comme les questions de travail, forcément, on est confronté à ça. Alors, moi, j'ai souvent été engagé dans des travaux, des discussions, des échanges sur les pratiques méthodologiques, mais au bout du compte, ce sur quoi ça débouchait, ça restait une forme de division du travail assez classique, presque taylorienne. Les quantitativistes font des statistiques, les autres font du qualitatif, et même si cette distinction n'est peut-être pas la plus heureuse par rapport à la méthodologie, en tout cas, on reste souvent au final sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut faire, ou ce qu'on peut faire en raison des conditions dans lesquelles on travaille. Mais sur cette question des méthodologies, je crois qu'il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent que les chercheurs dans ces aspects-là. Et les méthodologies qu'on partage avec les chercheurs sont aussi fortement dépendantes du travail que l'on mène avec les acteurs de terrain, les différents types d'acteurs. Moi, j'étais engagé à un moment donné dans un projet avec des acteurs qui étaient des spécialistes, des techniciens, des référentiels de compétences qui travaillaient sur les référentiels de compétences européens, avec des chercheurs de disciplines différentes et avec des acteurs professionnels qui étaient des directeurs d'école de CIR, des enseignants de CIR, des étudiants, etc. Et donc les méthodologies bougent aussi, travaillent autour de ces aspects-là, donc sont en permanence rediscutées et renégociées en fonction des différents acteurs. Et les choses peuvent ne pas être figées, mais ça suppose, encore une fois, un temps d'échange et de discussion extrêmement important entre chercheurs dont on ne dispose pas forcément. Et voilà. On peut le regretter. Alors, partage de méthodologie, bien entendu. Moi, comme vous l'avez dit en introduction, je suis entre deux CNU, le Conseil national universitaire STAPS,
qui est pluridisciplinaire, et sciences de l'éducation, sciences avec un S, pluriel, donc qui est pluridisciplinaire aussi, avec un labo, l'Institut des sciences du mouvement, pluridisciplinaire, et dans des réseaux, par exemple, je parle du réseau thématique dont on fait partie avec Jo, qui est par essence pluridisciplinaire. Donc oui, il y a beaucoup d'espaces où on est amené à côtoyer des gens. Maintenant, travailler méthodologiquement sur vraiment mettre les mains dans le cambouis sur des données par rapport à des approches différentes, ça, on a moins, en tout cas moi personnellement, j'ai moins d'espace de travail de ce point de vue-là. C'est vraiment sur des travaux de préparation d'articles, des doctorants souvent. Et 2 points de conclusion. Premièrement, mieux comprendre l'autre ou mieux travailler sur la méthode, ça ne veut pas dire c'est bon, je me passe de l'autre pour faire la méthode, mais je comprends mieux, mais chacun reste dans son périmètre. Et mon 2e point, même si personnellement, ça m'amène à réfléchir différemment mes propres recherches. Donc, être meilleur dans mes propres recherches, dans mon propre domaine, mais sans s'isoler, parce qu'on est chercheur, on essaye péniblement d'être spécialiste sur un champ d'intervention, un contexte, mais on ne peut pas réclamer qu'il suffit que j'ai échangé 3 minutes avec Jo pour être spécialiste des méthodes expérimentales ou faire le travail à sa place. Donc on a vraiment besoin de travailler les uns avec les autres pour produire cette richesse dont on a parlé tout le long. Merci Olivier. Alors le dernier exercice, en fait, tu l'as un peu spoilé tout à l'heure, en fait, puisque on s'était dit que ce serait intéressant d'essayer d'aller jusqu'au bout, en fait, du jeu de ces échanges méthodologiques ou de ces réflexions. Et dans ce sens-là, en fait, Jo, d'abord, peut-être pour commencer, on voulait te demander comment est-ce que toi, tu t'y prendrais pour défendre la méthodologie, une méthodologie d'approche clinique, qualitative sur le terrain en éducation. Oui, donc pour certaines questions de recherche, le qualitatif, c'est tout simplement indispensable. Donc on vous a parlé de l'enquête Formalect que nous avons menée pour comprendre les méthodes d'enseignement de la lecture des enseignants en France, au CP. Donc, on a interrogé les pratiques de 7000 enseignants, on a récupéré les données de leurs 140 000 élèves. Donc, ça, c'est du quantitatif. Mais en lien, on a un questionnaire aux enseignants. Bon, un questionnaire, vous allez dire, c'est du quantitatif. Mais en amont du questionnaire, il fallait faire des observations de classe pour comprendre qu'est-ce qu'on veut interroger, quelles sont les pratiques, quelles sont les croyances, quelles sont les attitudes, pour savoir qu'est-ce qu'on veut savoir exactement. Donc, il y a 6 mois avant de lancer le questionnaire, il y a 6 mois d'observation en classe. C'est du purement qualitatif, c'est construire des grilles, etc. Sans ce travail-là, une enquête sur les pratiques des enseignants est tout simplement pas possible. Bon, c'est un des exemples. Après, même dans les projets interventionnels dont je vous ai dit qui m'intéressent beaucoup, avant même de commencer une expérimentation, le qualitatif joue un rôle très important. Est-ce que la question qu'on se pose, elle est pertinente c'est pas parce que le chercheur le pense, c'est le terrain, la question peut ne pas être pertinente. Donc, du coup, le qualitatif semble un rôle. Est-ce que le protocole est acceptable? Est-ce que la méthodologie est acceptée? Est-ce que ça répond à un besoin? Donc, même dans cette démarche-là d'expérimentation dure, on ne peut pas se passer du qualitatif. Après, dans nos mesures, il y a beaucoup de variables qualitatives qui peuvent être intéressantes. Il y a un domaine dans les interventions, c'est la qualité de l'implémentation, ce qu'on appelle aussi la fidélité de l'implémentation. Ça peut être quantitatif, quand on a des traces, par exemple, qu'on peut regarder de façon quantitative, mais très souvent, c'est du qualitatif, c'est-à-dire sur un certain nombre de classes, on va faire des observations, on va prendre des mesures ou des entretiens. On fait des entretiens avec des enfants qui ont participé, avec des enseignants pour garantir, par exemple, la qualité, la fidélité de l'implémentation de ce qu'on a proposé pour savoir ce que nous avons conçu est effectivement une réalité dans le terrain. Donc, il y a beaucoup de domaines et c'est dans la recherche, c'est dans la question qu'on se pose. Le qualitatif est indispensable et pas du tout en opposition avec une expérimentation rigoureuse qui a comme but de connaître l'efficacité de tel ou tel protocole, de telle ou telle méthode. Merci à toi, Vincent. Comment pourrais-tu défendre une méthode expérimentale ?
Alors, c'est une question difficile. Non, je vais parler sous contrôle spécialiste, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'expérimental. Alors, ça vise évidemment à étudier des relations de cause à effet entre des variables. Alors, généralement, on attribue un certain nombre de vertus à l'approche expérimentale, qui sont le contrôle des variables, la reproductibilité, la validité interne, etc., l'objectivité. Moi, il me semble que au-delà de ça, ça pose vraiment la question de la tension qu'il peut y avoir entre rigueur et pertinence, et que souvent on a tendance à dire une approche expérimentale c'est plus rigoureux, une approche qualitative serait plus pertinente, et je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser véritablement cette tension, cette opposition. Je donne un exemple dans le projet défi qui sera présenté mercredi matin. Il y a un volet qui ne fonctionne pas sur une méthodologie expérimentale, mais qui se propose d'aller construire des monographies de parcours d'étudiants tout au long de leur cursus, et qui vise à mettre en évidence un certain nombre de processus de développement de leur activité, de leur rapport notamment au savoir scientifique. Et là, il me semble que pour dépasser la limite des approches qui sont situées et qui donnent des informations qui finalement ont un faible pouvoir de généralisation, il est important qu'on ait un nombre de monographies suffisamment important pour pouvoir mettre au jour des processus invariants. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il est important qu'on puisse avoir ces éléments-là. Après, d'une certaine façon, lorsqu'on met en place un laboratoire du changement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est dans une démarche de type expérimental finalement. C'est-à-dire qu'on provoque un certain nombre de réactions dont on essaie de contrôler un certain nombre de variables. Donc on n'est pas fondamentalement en incohérence avec ces approches-là. Voilà ce que je pourrais en dire rapidement. Merci à tous les deux pour vous être livrés à cet exercice périlleux. Et pour terminer, on va vous interroger sur le développement des compétences méthodologiques chez les chercheurs en éducation. Alors, pourriez-vous nous dire comment favoriser, selon vous, la montée en compétences méthodologiques des jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants? Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs leviers pour favoriser cette montée en compétences méthodologiques. Alors, le premier, c'est bien évidemment de leur permettre de faire l'expérience de la confrontation aux différentes difficultés, obstacles, un travail de recherche dans le cadre du processus de thèse. C'est un apprentissage qui leur permettra d'explorer des impasses, de faire des erreurs et d'apprendre de cela. Et ça me paraît un point absolument fondamental. Encore faut-il qu'on leur accorde ce droit à l'erreur, voire même que l'on leur laisse tout simplement en accord avec les directeurs et directrices de thèse la possibilité de s'engager dans ce processus sans attendre d'eux qu'ils aient déjà, en amont de la thèse, tout réglé. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, où on a tendance parfois à exiger que le doctorant ait un processus de thèse qui soit totalement anticipé du début à la fin. Or, notamment dans les sciences de l'éducation, on sait que ça ne fonctionne pas tout à fait de cette façon-là. Il y a un deuxième élément, un deuxième levier, je pense, c'est évidemment l'accompagnement des doctorants, avec deux volets dans cet accompagnement. Il y a le volet du directeur de thèse, je pense que c'est extrêmement important, qui joue un rôle évidemment central. Évidemment, l'environnement du laboratoire et de l'école doctorale dans lesquels le doctorant est engagé. Et je pense que la possibilité aussi de confronter les méthodologies, à la fois dans le cadre de séminaires spécifiques aux doctorants ou de séminaires dans les équipes de recherche, sans jugement, volonté d'imposer une méthodologie unique et hégémonique, est aussi essentielle. Et là, je fais du coup une différence entre accompagnement et formation. Parce qu'on parle de montée en compétences, de formation. Je pense que quand on accompagne, le projet de celui qu'on accompagne est premier. Et lorsqu'on forme, on cherche à transmettre finalement des savoirs qui sont identifiés a priori. Les deux me semblent utiles, mais il me semble important de ne pas perdre de vue que la formation doit venir comme une réponse à un moment donné à un projet identifié. Quand moi j'ai fait ma thèse, je me suis rendu compte au début du processus qu'il me manquait une théorie du langage suffisamment solide et des méthodes et outils d'analyse du discours suffisamment solides également, me permettant de traiter mes données, ce qui m'a obligé à un moment donné à me former. Voilà. Mais je me forme à un moment donné, non pas en amont d'un projet de thèse, mais une fois que j'ai bien identifié ce dont je vais avoir besoin, ce qui n'est pas toujours aussi évident de le faire en amont de la thèse. Voilà. Donc je pense que c'est cette possibilité-là d'un processus, de considérer vraiment la thèse comme étant un processus de formation à la recherche et non pas comme étant un moment dans lequel on doit être absolument et totalement irréprochable. Olivier, tu aurais des éléments à nous donner là-dessus? Oui, je vais partager des réflexions. Je voyais 3 points. Premièrement, à l'heure actuelle, on ne l'a pas forcément vécu nous en tant que chercheurs, mais tout doctorant doit suivre des formations doctorales et
pour monter en compétence là-dessus. Si on refile la métaphore de différentes tribus, vivre des formations doctorales qui amèneraient chaque étudiant, jeune chercheur, à vivre, expérimenter, comprendre les us et coutumes de différents types de méthodes. Ensuite, je partage assez ce qui vient d'être dit sur le fait de tester, bricoler, au sens noble du terme, comme le dit de Certeau, sur des objets. Alors, il ne faut pas que ça vienne nuire au temps qui est cher dans le développement d'une thèse, mais ou sur un aspect périphérique de la thèse, ou pour accompagner les autres personnes, ou d'un labo, ou d'empirique, qui sont des belles structures ou sphères qui permettent d'accompagner d'autres jeunes chercheurs. Et après, alors, je ne vais pas parler de formation continue au sens de la formation continue comme ça a été dit, mais dans la démarche, dans l'évolution du processus du doctorant, il y a des portes qui s'ouvrent avec des nouvelles idées, et ça peut être l'occasion de je vais saisir cette porte qui me paraît féconde et donc me former sur cet aspect particulier. Et là, je tenais à souligner l'importance même qu'a Empirique là-dedans, même dans les thèses environnées, parce que ça propose un environnement fécond avec pas mal de ressources en termes de matériel, en termes de personnes humaines, qui peut accompagner cette redirection ou cet enrichissement de la formation. Merci. Jo, peut-être pour conclure sur cette question-là. Donc, je pense on vit une révolution actuellement, donc c'était jamais aussi facile et jamais aussi difficile pour les jeunes chercheurs et pour nos doctorants et postdocs. On vit une révolution parce qu'il y a une démocratisation des ressources disponibles avec Open Science, qui était une très très bonne chose. Il y a une disponibilité aussi avec l'intelligence artificielle des ressources. Donc, tout est accessible aujourd'hui. Donc, il faut accompagner nos jeunes parce que c'est devenu extrêmement compliqué, extrêmement sophistiqué, mais en même temps extrêmement accessible. Et donc, du coup, la formation, l'accompagnement, et là, le pôle empirique joue un rôle déjà avec des groupes doctorants, post-doctorants qui s'aident, qui partagent. Donc, je parle concrètement, par exemple, des statistiques. C'est devenu très sophistiqué. Donc, tous les étudiants aujourd'hui font du multimino, font des mixed effects, etc. Les protocoles sont publiés eux-mêmes, sont obligés de les mettre sur des plateformes comme OSF, etc. Donc, on peut aujourd'hui télécharger des scripts entiers, des choses extrêmement sophistiquées qui nous ont demandé peut-être des années de développement sur des packages, sur, tu as parlé on avait des modèles structurels et compagnie. Donc c'est pour ça que je dis, à la fois c'est devenu facile et tellement compliqué en même temps, parce que le niveau a augmenté, heureusement, à cause de la crise de la réplication. Tout est maintenant transparent. Toutes les scripts, au moins dans mon domaine à moi, mais ça va arriver dans les autres domaines aussi. On parlait de la randomisation. Aujourd'hui, vous publiez votre script de randomisation qui est sur R, qui est reproductible avec la stratification que vous avez aussi. Vous ne pouvez plus dire « Ah ben non, c'était Madame Inspectrice qui a tiré au sort les classes », c'est plus possible. Et après, ça va jusque dans votre article, vous publiez le script qui produit les figures de votre article. Et donc, du coup, pour les étudiants, c'est fantastique parce que tout est là, et c'est malheureusement aussi extrêmement dur parce que le niveau est extrêmement exigeant. Et donc là, la formation, l'accompagnement, le partage des ressources, l'explication. Et bon, on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle. C'est devenu une ressource qui peut vous scripter totalement. Vous pouvez aujourd'hui dicter à une intelligence artificielle qui est synchronisée avec Python et R. Vous les dites verbalement ce que vous voulez, la figure, noir, blanc, mais je veux autre chose, etc. L'intelligence artificielle vous code en Python le script avec. Donc c'est maintenant extrêmement facile, mais extrêmement dur, parce que pour utiliser intelligemment toutes ces ressources-là, il faut être méga expert. Et donc, par exemple, pour notre thésard, en 3 ans,
c'est lourd. Et tu disais bricoler, oui, c'est bien. Mais le temps du bricolage, on n'a plus trop, en fait. Quand moi j'ai fait ma thèse, j'avais encore le temps de bricoler, de chercher. Je pense aujourd'hui, c'est devenu dur, c'est devenu compétitif et c'est devenu exigeant. Et après, on peut aussi se féliciter avec Open Science, donc la possibilité de partager, mais même l'obligation de partager tout ce qu'on développe, on utilise, c'est fantastique, mais c'est contraignant. Merci à tous les trois. On est arrivé au terme de ces discussions. On remercie encore Sophie, Sophia et Raphaël, Elisa pour l'animation du premier plateau. Et Lucie Cabanier, qui est doctorante pour Empirique et bientôt ingénieure d'études pour l'équipe ICT, qui a assuré la réalisation de cette émission. Avant de se quitter, alors d'abord nous espérons que ce format un peu nouveau vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ces questions d'approche méthodologique. On voudrait finir aussi en vous présentant un petit peu l'actualité de l'équipe ICT qui va arriver cette année. D'abord, une information, mais que Nicolas a déjà donnée ce matin, la publication d'un numéro à la RFP qui est né des différentes rencontres qu'on a organisées cette année et qui donne naissance donc à différents articles qui seront dans ce numéro. Donc on en est ravis. Et la suite à venir donc sur différentes rencontres qu'on va organiser. Oui, donc l'idée, c'est de continuer cette année le cycle de rencontres, de petits séminaires que nous avons initiés cette année, en nous posant cette fois-ci la question de l'éducation à la citoyenneté, toujours en contexte numérique, mais en le prenant sous le prisme et sous l'angle de l'engagement féministe et des études de genre. Et pour commencer ce cycle-là, nous accueillerons le 17 octobre au matin à l'INSPE d'Aix-en-Provence notre collègue Isabelle Collet, qui est professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où elle dirige l'équipe G-RIR, genre et rapport intersectionnel, relations éducatives, pour une conférence qu'elle a intitulée « De Turing à ChatGPT, l'IA, un fantasme masculin d'auto-engendrement ». Voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à plus tard. À très bientôt. Merci. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique.